Ma belle-mère a rasé la tête de ma fille de 8 ans pendant que nous étions au travail, pour lui apprendre l'humilité. Ma fille avait des cheveux jusqu'à la taille. Elle s'est regardée dans le miroir et n'a pas pu parler pendant 2 jours. Je ne l'ai pas confrontée. J'ai déposé un dossier. Quand le juge l'a lu, mon mari a dû choisir et il a choisi. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Quand j'ai récupéré ma fille Meadow de chez ma belle-mère ce mardi après-midi, je pensais que le pire qui pouvait arriver était qu'elle lui ait donné trop de sucre. Puis j'ai vu ma petite fille assise dans le coin, complètement chauve, les larmes coulant sur son visage. Elle n'a pas parlé pendant 2 jours. Ce que j'ai fait ensuite a forcé mon mari à choisir entre sa mère et sa famille, et son choix a détruit tout ce que nous avions construit ensemble. Je m'appelle Bethany Cromwell, et je m'apprête à vous raconter comment l'idée tordue de discipline d'une femme a failli briser l'esprit de ma fille de 8 ans. Il ne s'agit pas seulement d'une coupe de cheveux. Il s'agit du moment où j'ai découvert que les 2 personnes en qui j'avais le plus confiance pour ma fille l'avaient trahi de la manière la plus cruelle possible. Meadow était le genre d'enfant qui donnait des noms aux vers de terre qu'elle sauvait sur les trottoirs. Elle se réveillait en chantant, ses cheveux dorés lui tombant dans le dos comme un rayon de soleil. Ses cheveux étaient sa fierté et sa joie, lui arrivant jusqu'à la taille. Chaque matin, je les lui tressais pendant qu'elle me parlait de ses rêves, ses petites mains gesticulant follement pendant qu'elle parlait. Elle les faisait pousser depuis l'âge de 3 ans, déterminée à ressembler aux princesses de ses livres d'histoire. Ma belle-mère, Judith, avait une autre idée de ce que les petites filles devraient valoriser. C'était une femme qui portait sa sévérité comme une armure, une directrice de banque à la retraite qui croyait que les enfants devaient être vus et non entendus, obéissants et ne se posant jamais de questions. Elle gardait Meadow 2 fois par semaine pendant que mon mari Dustin et moi travaillions. Et même si j'avais des réserves quant à son approche stricte de la discipline, une garde d'enfants gratuite offerte par la famille nous semblait être une bénédiction que nous ne pouvions refuser. J'aurais dû écouter mon instinct. J'aurais dû remarquer quand Meadow commençait à rentrer plus silencieuse les jours passés avec Judith. J'aurais dû reconnaître les signes avant-coureurs quand elle a commencé à demander si être jolie était une mauvaise chose, si Dieu punissait vraiment les petites filles vaniteuses comme le disait grand-mère. Mais je n'ai rien vu venir. Pas cette violation complète de la confiance. Pas l'agression du corps et de l'esprit de mon bébé, et certainement pas le rôle de mon mari en permettant que cela arrive. Quand j'ai trouvé Meadow ce jour-là, rasée, chauve et brisée sur le sol de la chambre d'amis de sa grand-mère, quelque chose s'est brisé en moi. Non pas en colère, mais dans la compréhension froide et claire que je protégerais ma fille, même si cela signifiait détruire tout le reste. Le système judiciaire appelle ce qui s'est passé une agression sur mineur. Judith a appelé cela une leçon d'humilité. Dustin a appelé cela une réaction excessive lorsque j'ai déposé une ordonnance de protection. Mais Meadow, ma fille courageuse et magnifique qui a perdu sa voix pendant 2 jours et sa confiance pour toujours. Elle a appelé ça le jour où papa a laissé grand-mère lui faire du mal. Ceci est notre histoire et je la raconte parce que quelque part, une autre mère ignore peut-être son instinct sur qui confier ses enfants. Quelque part, un autre enfant souffre peut-être sous le couvert de la discipline. Et quelque part, quelqu'un a besoin d'entendre que lorsqu'on est forcé de choisir entre maintenir la paix et protéger son enfant, il n'y a qu'une seule bonne réponse. J'ai choisi ma fille. J'ai déposé les papiers. Je me suis tenu dans cette salle d'audience et j'ai regardé mon mari choisir sa mère plutôt que sa propre enfant. Et malgré la perte de mon mariage, de ma maison et de la moitié de ma famille, je ferai le même choix aujourd'hui. Parce que lorsque votre enfant de 8 ans vous regarde avec des yeux vides et demande pourquoi papa ne l'a pas protégé, vous réalisez que certaines trahisons coupent plus profondément que n'importe quel ciseau. Le matin où c'est arrivé a commencé comme n'importe quel autre lundi. J'ai déposé Meadow à la maison immaculée à 2 étages de Judith à 7h30 précise. Elle m'a serré très fort dans ses bras à la porte, ses cheveux encore humides de sa douche matinale, sentant le shampoing à la fraise. J'ai embrassé le sommet de sa tête et promis de venir la chercher le lendemain après-midi. Si j'avais su que ce serait la dernière fois que je verrais les beaux cheveux de ma fille, la dernière fois que je la verrais sourire sans peur derrière, je l'aurais tenue plus longtemps. Je l'aurais emmenée avec moi. Je ne l'aurais jamais lâchée. Mais je l'ai lâchée. Je suis parti. Étage 27 heures plus tard, je suis revenu dans un cauchemar qui allait changer nos vies pour toujours. Judith se tenait dans l'embrasure avec de la droiture dans les yeux et les cheveux de ma fille dans sa poubelle. Et elle s'attendait réellement à ce que je la remercie d'avoir donné une leçon à mon enfant. La leçon que Meadow a apprise n'était pas l'humilité. C'était la trahison. Et la leçon que j'ai apprise n'était pas le pardon.
C'était la protection féroce et inébranlable qu'une mère doit à son enfant, même si cela signifie se dresser contre le monde entier. La vie dans notre maison de banlieue d'Indianapolis était parfaitement ordinaire. Du moins, c'est ce que je pensais. Je suis Bethany, et j'étais mariée à Dustin depuis 12 ans. Nous avions notre belle-fille, Meadow, qui venait d'avoir 8 ans au printemps dernier. C'était le genre d'enfant qui sauvait les vers de terre des trottoirs après la pluie et nommait chaque animal en peluche avec une attention particulière. Son préféré était un éléphant violet nommé Professeur Prune, qui assistait à toutes les fêtes de thé et entendait tous les secrets. Notre maison sur Maple Street ressemblait à toutes les autres maisons du quartier. 2 étages, revêtements blancs, volets noirs, et une cour avant où Meadow avait planté des tournesols qui se tenaient maintenant plus haut qu'elle. À l'intérieur, notre réfrigérateur était recouvert de ses œuvres d'art, principalement des dessins de notre famille se tenant la main sous des arcs-en-ciel. Dans chaque image, elle se dessinait avec des cheveux extra longs et jaunes, des volutes de crayons s'étendant au-delà du bord du papier. Sa caractéristique la plus précieuse était bien ses cheveux, des vagues dorées qui atteignaient sa taille. Chaque matin, je la faisais asseoir sur le comptoir de la salle de bain et travaillais soigneusement à travers les nœuds pendant qu'elle me racontait ses rêves. « Maman, quand je serai grande, je veux des cheveux qui touchent le sol comme réponse, » disait-elle. Et je promettais de l'aider à les faire pousser aussi longtemps qu'elle le voudrait. Nous avions toute une routine, spray démêlant, sa brosse rose spéciale, puis des tresses pour l'école ou des queues de cheval pour la pratique de football. Elle balançait sa tête après, sentant le poids, le mouvement, et ricanait à la sensation. Dustin était un bon père, dans les faits. Il se présentait au spectacle, payait le camp de football, lisait des histoires au coucher quand je travaillais tard à la bibliothèque. Mais il avait une faiblesse que je m'étais convaincu être inoffensive, son incapacité à s'opposer à sa mère, Judith. Il était son seul enfant et elle l'avait élevé seul après le départ de son père quand il avait 10 ans. Ce traumatisme les avait liés d'une manière qui semblait parfois malsaine. Bien que j'ai appris à ne pas exprimer cette opinion, Judith Cromwell était une force de la nature enveloppée dans des tailleurs Ann Taylor et des colliers de perles. À 64 ans, elle se comportait toujours comme la directrice de banque qu'elle avait été pendant 30 ans avant sa retraite il y a 2 ans. Elle avait des opinions sur tout, la façon dont j'organisais notre cuisine, les livres que Meadow devait lire, même la fréquence à laquelle nous devions passer l'aspirateur. Les enfants ont besoin de structure, Bethany, disait-elle, sa voix aussi tranchante que le vent d'hiver. Tu es trop douce avec cette fille. À mon époque, les enfants connaissaient leur place. Sa maison reflétait sa personnalité, impeccable, froide et totalement contrôlée. Du plastique recouvrait les meubles du salon formel que personne n'était autorisé à utiliser. Le tapis montrait des lignes d'aspirateur qui ne pouvaient pas être dérangées. Même les fruits dans son bol étaient faux parce que de vrais fruits pourraient attirer les mouches. C'est là que ma fille passait les lundis et mercredis pendant que Dustin et moi travaillions. J'avais appris à sourire et à acquiescer aux corrections constantes de Judith. Après tout, la garde d'enfants gratuite n'était pas négligeable lorsque vous essayez d'économiser pour l'université. Mon salaire à la bibliothèque de l'école élémentaire et le travail de Dustin en tant qu'expert en assurance couvraient nos factures, mais les extras étaient serrés. De plus, Meadow semblait bien s'entendre avec sa grand-mère, même si elle disait parfois des choses troublantes auxquelles j'aurais dû prêter plus d'attention. « Grand-mère Judith n'aime pas quand je chante », a-t-elle mentionné une fois au dîner. « Eh bien, certaines personnes préfèrent le calme », avais-je répondu, sans lever les yeux du formulaire d'autorisation que je signais. « Grand-mère dit que je suis trop fière de mes cheveux », a-t-elle dit une autre fois, tournant une mèche autour de son doigt. « Grand-mère est juste d'une génération différente », avait répondu Dustin. « Elle veut bien faire. » Cette phrase, « elle veut bien faire », était la réponse de Dustin à chaque préoccupation que je soulevais au sujet de sa mère. Quand Judith critiquait la façon dont je tenais ma maison devant Meadow, elle voulait bien faire. Quand elle disait à Meadow que les filles qui portaient du vernis à ongles cherchaient l'attention, elle voulait bien faire. Quand elle jetait les biscuits aux pépites de chocolat que j'avais emballés pour le déjeuner de Meadow et les remplaçait par des galettes de riz, elle voulait apparemment bien faire, aussi. Ce lundi particulier a commencé comme les autres. J'ai embrassé Meadow au revoir sur le pas de la porte de Judith à 7h30 précise. Judith ne tolérait pas les retards, même d'1 minute. Meadow m'a serré fort, plus fort que d'habitude, en fait. Avec le recul, je me demande si elle savait d'une manière ou d'une autre ce qui allait arriver. Sois sage avec grand-mère, ai-je dit, les mêmes mots que je disais toujours. Je t'aime, maman, a répondu Meadow, son visage enfoui contre mon ventre. Je t'aime aussi, ma puce.
Alors que je me retournais pour partir, Judith a appelé. Bethany, je pensais que Meadow avait besoin d'apprendre l'humilité. Cet enfant passe beaucoup trop de temps à se languir devant les miroirs, à s'admirer comme une sorte de pan. Elle a 8 ans, Judith. Toutes les petites filles aiment jouer avec leurs cheveux. La vanité est un péché, a-t-elle répondu, fermant déjà la porte. C'est ma responsabilité de la guider correctement quand elle est sous ma garde. Je suis resté dans ma voiture un instant, le malaise me picotant la nuque. Mais ensuite, j'ai regardé l'horloge, réalisé que je serais en retard pour le travail, et je suis parti. Cette décision, ce moment où j'ai choisi la ponctualité plutôt que l'instinct, me hante encore. Mardi après-midi est arrivé avec des orages de printemps qui ont rendu le ciel de la couleur des vieilles pièces de monnaie. Le sous-sol de la bibliothèque avait de nouveau été inondé, un problème récurrent que le conseil scolaire promettait toujours de régler, et mon superviseur a renvoyé tout le monde à 14 heures. Je me suis assise dans ma voiture, les essuie-glaces battant contre la pluie, et j'ai décidé de faire une surprise à Meadow en allant la chercher 3 heures plus tôt. Peut-être pourrions-nous faire des biscuits ensemble ou nous peindre les ongles de ce violet vif qu'elle suppliait d'essayer. Je n'ai pas appelé Judith. Un certain instinct, peut-être le même que j'avais ignoré la veille, m'a dit de ne pas prévenir. Les 10 minutes de route jusqu'à sa maison ont semblé plus longues sous la tempête, le tonnerre faisant vibrer mes vitres alors que je me garais dans son allée derrière sa Cadillac blanche impeccable. La maison était étrangement silencieuse quand Judith a ouvert la porte. Pas de dessins animés qui jouaient, pas de bruit du fredonnement constant de Meadow. Le silence semblait faux, comme marcher dans une bibliothèque après un tremblement de terre, quand même les livres semblent retenir leur souffle. « Tu es en avance », a dit Judith, sans bouger de l'embrasure. Son visage était rouge et elle n'arrêtait pas de toucher ses cheveux, les tapotant en place à plusieurs reprises. La bibliothèque a été inondée. Où est Meadow ? Elle apprend une précieuse leçon d'humilité. La façon dont elle l'a dit avec une telle satisfaction m'a retourné l'estomac. J'ai poussé pour passer, mes chaussures mouillées grinçant sur son parquet parfait. Meadow, ma puce, où es-tu ? Le salon était vide, les coussins disposés juste comme il faut. La cuisine brillait, aucun signe qu'un enfant y avait déjeuné. Mon cœur s'est mis à battre la chamade alors que j'avançais dans le couloir en appelant le nom de ma fille. Puis je l'ai entendu, de doux pleurs venant de la chambre d'amis au bout du couloir, celle que Judith utilisait pour ranger les affaires de son défunt mari. J'ai couru dans ce couloir et j'ai ouvert la porte en grand. Ce que j'ai vu m'a figé, mon cerveau refusant de traiter l'image. Ma fille était assise par terre dans le coin, entourée de cheveux dorés. Ses cheveux, tous. Des tas et des tas éparpillés autour d'elle comme des feuilles d'automne tombées. Sa belle tête était complètement rasée, des plaques de peau apparaissant à travers une repousse inégale où la tondeuse avait coupé trop près. Elle a levé les yeux vers moi, les yeux gonflés par les pleurs, et a ouvert la bouche, mais aucun mot n'est sorti. Meadow. Je me suis laissé tomber à genoux, rampant à travers les cheveux pour l'atteindre, la tirant dans mes bras. Elle tremblait si fort que je pouvais entendre ses dents claquer. Son cuir chevelu était rouge par endroits, de minuscules entailles où la tondeuse avait accroché la peau. Elle me semblait plus petite, d'une certaine manière, diminuée, comme un oiseau qui aurait perdu ses plumes. Judith est apparue dans l'embrasure, la tondeuse électrique toujours à la main, comme si elle en était fière. L'enfant était en train de devenir obsédé par son apparence. J'ai fait ce que tu étais trop faible pour faire. 3 heures il a fallu pour tout enlever. Elle a résisté au début, mais les enfants ont besoin d'apprendre l'obéissance. Vous avez rasé la tête de ma fille ? Ma voix est sortie en un murmure, l'incrédulité m'étouffant. Cela ne pouvait pas être réel. Ce devait être un cauchemar. Elle avait besoin d'apprendre que la beauté est éphémère. L'humilité est éternelle. L'apôtre Paul dit que les femmes ne doivent pas se concentrer sur des coiffures élaborées, mais sur les bonnes actions. Je lui ai rendu service. Sortez, ai-je crié, me surprenant par la force de ma voix. Meadow a tressailli dans mes bras. Sortez de cette pièce tout de suite. Cette hystérie est exactement la raison pour laquelle cet enfant est si gâté. Quand Dustin entendra parler de votre comportement, il comprendra que j'ai fait ce qu'il fallait. Il était déjà d'accord que c'était nécessaire. Mon sang s'est glacé. Qu'est-ce que vous venez de dire ? Judith a levé le menton. J'ai appelé Dustin ce matin et je lui ai dit que Meadow avait besoin d'être corrigé. Il a dit que je devais faire ce que je pensais être le mieux. J'ai serré Meadow plus fort, sentant son petit corps trembler contre le mien. Sortez de cette pièce, Judith, maintenant.
Elle a soufflé, mais est partie, marmonnant à propos du manque de respect et de l'ingratitude. J'ai tenu Meadow pendant 20 minutes, la berçant comme quand elle était bébé, avant qu'elle ne chuchote finalement les mots qui ont tout changé. Papa a dit que grand-mère savait mieux. Papa savait. Je me suis reculé pour regarder son visage. Papa savait que grand-mère allait te couper les cheveux? Elle a hoché la tête, de nouvelles larmes coulant. Grand-mère l'a appelé au travail. Elle l'a mis sur haut-parleur pour que je puisse entendre. Il a dit de l'écouter et d'arrêter d'être vaniteuse. Il a dit que ce n'était que des cheveux. Que des cheveux. Mon mari avait appelé l'autonomie de notre fille, sa sécurité, sa caractéristique chérie, que des cheveux, et avait donné à sa mère la permission de les prendre par la force. J'ai ramassé Meadow, la portant comme un bébé, même si elle commençait à être trop grande pour cela. Judith se tenait dans le couloir, les bras croisés, bloquant notre chemin vers la porte d'entrée. Tu réagis de façon excessive, Bethany. Les cheveux repoussent. Dans 6 mois, tout cela sera oublié. Bougez ou je vous bouge. Quelque chose dans ma voix a dû la convaincre parce qu'elle s'est écartée. Alors que je portais Meadow devant elle, Judith a crié, elle est restée immobile finalement. Une fois qu'elle a réalisé que se battre ne servait à rien. 2 jours. Meadow n'a pas parlé pendant 2 jours. Elle n'a pas voulu aller à l'école mercredi matin, secouant violemment la tête quand j'ai mentionné s'habiller. Elle n'a pas voulu manger ses crêpes à la fraise préférée, n'a pas voulu regarder de dessins animés, n'a même pas voulu caresser le Golden Retriever de nos voisins quand il a bondi vers notre cour. Elle est restée assise dans sa chambre, portant un bonnet en tricot d'hiver en mai, fixant le vide tout en serrant professeur Prune contre sa poitrine. J'ai appelé pour me déclarer malade au travail les 2 jours, assise devant sa porte quand elle ne me laissait pas entrer. Je pouvais l'entendre parfois, de petits halètements qui ressemblaient à des mots essayant de se former, mais échouant. Le pédiatre, le docteur Ranfield, nous a vus mercredi après-midi. Elle a jeté un œil à la tête rasée de Meadow, aux petites coupures sur son cuir chevelu, à la façon dont ma fille se serrait contre moi quand quelqu'un s'approchait, et son visage s'est durci. C'est une réaction à un traumatisme, a-t-elle dit doucement pendant que Meadow était assise dans la salle d'examen avec une infirmière. A-t-elle parlé du tout? Quelques mots mardi soir. Plus rien depuis. Je vous réfère au docteur Camille Norton. C'est une psychologue pour enfants spécialisée en traumatologie. Bethany, je dois demander, qui lui a fait ça? Sa grand-mère, avec la permission de mon mari. Le docteur Ranfield est restée silencieuse pendant un long moment, tapant des notes sur son ordinateur. Je suis obligé de signaler ceci. Vous comprenez cela, n'est-ce pas? Cela atteint le seuil de la maltraitance. Jeudi matin, pendant que Meadow colorait silencieusement à la table de la cuisine, portant toujours son bonnet d'hiver, j'ai appelé ma sœur Francine. Elle était parajuriste chez Brennan & Associates, un cabinet d'avocats spécialisé en droit de la famille en centre-ville. Et quand je lui ai raconté ce qui s'était passé, elle est restée silencieuse si longtemps que j'ai cru que l'appel avait été coupé. Répète cela, a-t-elle finalement dit. Judith a fait quoi? J'ai répété l'histoire, regardant Meadow dessiner le même tableau encore et encore, une fille sans cheveux qui pleure. Bethany, c'est une agression sur mineur par un membre de la famille. Où est Dustin? Il est resté dans la chambre d'amis. Il dit que j'exagère, que les enfants sont résilients, que sa mère essayait juste d'aider. Il a même dit que peut-être Meadow se concentrait trop sur son apparence. Il a perdu la tête. Écoute attentivement. Tu as des options, mais tu dois décider ce que tu es prête à perdre. J'ai regardé l'assiette vide du petit déjeuner de ma fille, celle que j'avais remplie avec optimisme d'œufs brouillés qu'elle ne toucherait pas. J'ai pensé au moment où je l'ai trouvée sur ce sol, entourée de ses propres cheveux comme un horrible sacrifice. J'ai pensé à elle demandant pourquoi papa avait laissé grand-mère lui faire du mal. Je suis prête à tout perdre sauf elle. Bien. Documente tout. Prends des photos de sa tête, des coupures, de tout. Obtiens le rapport du pédiatre et assure-toi qu'elle dépose un rapport auprès des services de protection de l'enfance. Emmène Meadow voir ce psychologue immédiatement. A-t-elle déjà parlé? Quelques mots. Ce matin, elle a demandé si ses cheveux repousseraient de la même couleur. Mon Dieu! D'accord, nous allons déposer une ordonnance de protection d'urgence. Pas n'importe quelle ordonnance de protection, mais une qui documente spécifiquement l'agression sur mineur, la violence émotionnelle et le traumatisme psychologique. Cela apparaîtra lors des vérifications d'antécédents. Judith ne pourra plus jamais être seule avec Meadow. Dustin va devenir fou.
Dustin a donné la permission à sa mère d'agresser ton enfant. Nous allons aussi déposer une demande de garde temporaire d'urgence avec une stipulation. Tout parent qui a permis ou facilité l'agression ne peut pas avoir de visite non surveillée tant qu'il n'a pas terminé des cours de parentalité et une thérapie. J'ai pris ma décision à cet instant, regardant Meadow dessiner une autre fille chauve, celle-ci tenant la main de ce qui ressemblait à une figure maternelle. Fais-le. Dépose tout. Cet après-midi-là, pendant que Dustin était au travail, j'ai fait nos valises. Pas tout, juste ce dont nous avions besoin. Vêtements, animaux en peluche de Meadow, ses dessins, le livre de bébé, où j'avais conservé une mèche de sa première coupe de cheveux. Je me suis surprise à tenir cette petite boucle, me souvenant à quel point nous étions fiers de ses beaux cheveux, même bébé. Je l'ai mise dans le sac aussi. J'ai aussi emballé le sac Ziploc des cheveux que j'avais ramassé sur le sol de Judith quand j'y étais retourné mardi soir. Dustin m'avait traité de folle de les collectionner, mais quelque chose me disait de les garder. Des preuves, peut-être, ou juste la preuve que c'était réel. Ces beaux cheveux qui avaient mis des années à pousser. J'ai laissé un mot à Dustin sur la table de la cuisine. Meadow et moi sommes en sécurité. Nous restons chez de la famille pendant qu'elle se remet de ce que ta mère a fait avec ta permission. Ne nous contacte pas tant que tu n'es pas prêt à reconnaître le mal que vous avez tous les deux causé à notre fille. Alors que je chargeais nos sacs dans la voiture, Meadow a finalement prononcé une phrase complète. On part à cause de ce que grand-mère m'a fait? On part pour que tu puisses te sentir en sécurité pendant que tu guéris, ma puce. Elle a hoché la tête, sage au-delà de ses 8 ans, et est montée dans son siège d'appoint. Alors que nous quittions l'allée, elle a dit doucement, « Papa ne m'a pas protégée. » Non, ma chérie, il ne l'a pas fait. Tu me protégeras toujours? Toujours, même si je dois me battre contre le monde entier. Elle est restée silencieuse pendant le reste du trajet jusqu'à l'appartement de Francine, mais elle a tenu ma main quand nous sommes entrés. La salle d'audience était plus petite que ce à quoi je m'attendais, avec des lambris qui avaient connu des jours meilleurs et des lumières fluorescentes qui bourdonnaient comme des guêpes en colère. C'était vendredi matin, 2 semaines après l'incident, et Meadow était assise à côté de moi dans une nouvelle robe rose que Francine lui avait achetée, un bonnet en coton doux couvrant sa tête. Elle avait recommencé à parler davantage, mais sa voix était différente maintenant, plus petite, comme si elle avait peur de prendre trop de place dans le monde. Judith était assise rigidement sur son siège de l'autre côté de l'allée, portant son meilleur tailleur bleu marine du dimanche avec les boutons dorés, comme si la bienséance pouvait effacer ce qu'elle avait fait. Dustin était assis à côté d'elle, pas avec moi, pas au milieu, essayant de rester neutre, mais juste à côté de sa mère, la main sur son épaule. Cela m'a dit tout ce que j'avais besoin de savoir sur notre position. La juge Patricia Hawthorne était réputée pour être sévère mais juste. Elle avait la soixantaine, avec des cheveux argentés tirés en un chignon sévère et des yeux qui semblaient voir à travers les gens. Elle a lu les documents lentement, les photos de la tête rasée de Meadow montrant les zones inégales et les petites coupures, le rapport du psychologue sur le mutisme sélectif dû au traumatisme, la déclaration de l'institutrice de Meadow sur le changement spectaculaire de comportement, la façon dont elle se cachait maintenant dans la salle de bain pendant la récréation. Madame Judith Cromwell, a commencé la juge, sa voix coupant le silence tendu du tribunal. Vous admettez avoir rasé la tête de cet enfant. Judith s'est levée, lissant sa jupe. Je lui donnais une leçon sur la vanité, votre honneur. La Bible dit que les femmes ne doivent pas se concentrer sur la parure extérieure. 1 Timothée chapitre 2 stipule clairement que les coiffures élaborées sont inappropriées. Je n'ai pas posé de questions sur la Bible. J'ai demandé si vous aviez rasé la tête d'une enfant de 8 ans sans le consentement immédiat de ses parents. Son père a approuvé. Je l'ai appelé ce matin-là. La juge Hawthorne s'est tournée vers Dustin, qui était déjà mal à l'aise sur son siège. Monsieur Cromwell, vous avez donné la permission par téléphone à votre mère de raser la tête de votre fille. Dustin a redressé sa cravate, une habitude nerveuse que j'avais observée pendant 12 ans. J'ai fait confiance au jugement de ma mère en matière de discipline, votre honneur. Elle m'a bien élevé, et je m'en suis bien sorti. Avez-vous spécifiquement accepté qu'elle rase la tête de votre fille? Je lui ai dit de faire ce qu'elle pensait être le mieux. Meadow devenait vaniteuse à propos de son apparence, se brossant toujours ses cheveux, voulant toujours des rubans et des nœuds. Donneriez-vous la permission à quelqu'un de vous raser la tête contre votre volonté à titre de discipline? Le visage de Dustin a rougi. C'est différent, votre honneur. Comment? Le silence s'est étiré. Dustin a ouvert la bouche 2 fois, mais aucun mot n'est sorti. Finalement, il a réussi, je suis un adulte.
Et votre fille est une enfant qui comptait sur vous pour sa protection, a rétorqué la juge aux sornes avec acuité. Elle a continué à lire, puis s'est arrêtée sur une page, son expression passant de sévère à vraiment perturbée. Cet enfant n'a pas parlé pendant 2 jours. Elle a été diagnostiquée avec un mutisme sélectif induit par un traumatisme temporaire, a interjeté Dustin, sa voix trop forte dans la petite pièce. Les enfants sont parfois dramatiques. Elle parle maintenant, donc elle va clairement bien. La juge aux sornes a retiré ses lunettes de lecture et l'a regardé directement. Monsieur Cromwell, j'ai 3 petits-enfants. Si quelqu'un rasait leur tête contre leur volonté, je considérerais cela comme une agression, pas comme du drame. Votre fille a été violée par quelqu'un en qui elle avait confiance, avec l'approbation de son père. Ce n'est pas du drame. C'est de la trahison. Elle s'est tournée vers moi et son expression s'est légèrement adoucie. Madame Cromwell, vous demandez une ordonnance de protection et un arrangement de garde modifié. Oui, votre honneur. Je veux que ma fille soit en sécurité. Je veux qu'elle sache que personne n'a le droit de toucher son corps sans permission, pas même la famille. Votre honneur, Judith s'est levée brusquement, sa voix stridente. C'est ridicule. Je suis sa grand-mère. J'ai changé les couches de cet enfant. Je lui ai acheté des cadeaux de Noël. Une coupe de cheveux, et soudain je suis traitée comme une criminelle. Madame, vous avez physiquement contraint et rasé la tête d'une enfant contre sa volonté. Cet enfant a nécessité des soins médicaux pour des coupures sur son cuir chevelu. Cet enfant a cessé de parler. C'est une agression. Asseyez-vous. Judith s'est assise, mais son visage était violet de rage. La juge aux sornes a continué. Monsieur Cromwell, j'accorde l'ordonnance de protection. Votre mère ne doit avoir aucun contact non surveillé avec l'enfant mineur. De plus, vous avez un choix à faire. Vous pouvez contester cette ordonnance et vous tenir aux côtés de votre mère, perdant probablement vos droits de garde dans le processus, ou vous pouvez accepter ces termes, terminer les cours de parentalité requis, assister à une thérapie familiale et travailler à rétablir la confiance avec votre fille. La salle d'audience est redevenue silencieuse. Je pouvais entendre l'horloge tic-tac, je pouvais entendre la respiration superficielle de Meadow à côté de moi. Dustin a regardé sa mère, puis Meadow, puis de nouveau sa mère. Votre honneur. La voix de Dustin était tendue. Je dois choisir entre ma mère et ma famille. Votre mère a choisi d'agresser votre fille. Vous avez choisi de le permettre. Maintenant, vous faites face aux conséquences. Quelle est votre décision? 30 secondes se sont écoulées. 30 secondes qui ont semblé durer 30 ans. Finalement, Dustin a parlé. Je me tiens avec ma mère. La loyauté familiale est importante. Bethany est en train d'empoisonner Meadow contre nous. Ma mère essayait d'aider, et cette chasse aux sorcières doit cesser. Le coup de marteau est tombé lourdement. 6 mois se sont écoulés depuis ce jour au tribunal, et l'automne a peint Indianapolis dans des nuances d'or qui me rappellent ce qu'étaient les cheveux de Meadow. Ce matin, elle se tenait devant le miroir de notre salle de bain, passant ses doigts dans des cheveux qui lui arrivent maintenant juste au-dessus des oreilles, doux et ondulés, et qui poussent plus fort chaque jour. Elle ne les cache plus sous des bonnets, bien qu'elle garde toujours le bonnet rose que Francine lui a acheté dans un endroit spécial de sa commode. Notre appartement est plus petit que la maison sur Maple Street, juste 2 chambres et un salon qui sert de bureau à domicile, mais Meadow l'appelle notre maison refuge. Elle a peint un panneau pour sa porte de chambre qui dit le jardin de Meadow et l'a décoré avec des tournesols en papier. Les vrais tournesols de notre ancienne cour sont probablement morts maintenant, car Dustin n'a jamais pensé à arroser quoi que ce soit. Mais nous en avons planté de nouveaux dans des pots sur notre petit balcon. Ils se sont tournés vers le soleil, tout comme les anciens, prouvant que certaines choses peuvent recommencer. Le divorce a été finalisé le mois dernier. Dustin s'est battu pour la maison, affirmant que c'était son héritage familial puisque sa mère avait aidé avec la compte. Je n'ai pas contesté. Cette maison avait trop de souvenirs de trahison imprégnés dans ses murs. Il s'est également battu contre la pension alimentaire pour enfants, arguant que si je restreignais son accès à Meadow, il ne devrait pas avoir à payer. La juge aux sornes,